Pour l'essentiel, donc, les associations développent leurs activités au cœur des territoires. Et bien sûr, il s'agit de voir comment les élus peuvent intégrer l'économie sociale et solidaire en général, les associations en particulier, dans les réponses aux besoins, dans la réponse aux besoins de leur population, dans leur développement économique territorial, et voir comment l'économie, c'est ce que soulignait dans un débat ailleurs le maire de Gennevilliers, comment ESS et associations peuvent converger avec les désirs ou les volontés de transformation sociale et écologique des élus locaux. Voilà, donc Bruno Lanier, il t'appartient d'appeler les participants de cette dernière table ronde. Donc nous, on commence là un temps d'atelier sur quête dynamique locale pour une meilleure prise en compte des associations. On voit que de plus en plus d'autorités locales, tant au niveau urbain que rural, se posent la question de la co-construction du rapport aux associations. Comment construire de nouveaux rapports entre collectivités locales et société civile, et quelle place les associations peuvent avoir dans ces nouveaux rapports. On a vu que en parallèle, ces derniers temps, il y avait pas mal de citoyens qui veulent participer au développement de leur territoire, qui investissent des collectifs pour agir sur leur territoire, participer à la mise en place de politiques publiques pour répondre aux besoins et aux enjeux de leur territoire. Je pense notamment, par exemple, à toute la démarche qui a été mise en place autour du pacte de la transition et des collectifs locaux qu'on puisse monter avec des propositions autour pour venir nourrir le programme des listes des candidats aux municipales. On a vu aussi au moment de ces municipales l'émergence de pas mal de dynamiques s'inscrivant dans le municipaliste. Et puis on a vu aussi arriver des nouvelles listes qui mixent à la fois des représentants de la société civile et des représentants de partis politiques. Et tout ça augure de nouvelles relations entre institutions et secteurs associatifs localement. Et donc, je voulais vous proposer d'ouvrir cette conférence en donnant la parole à Anaëlle Scheller, qui est conseillère municipale de la ville de Tours. Et s'il est là, à Stéphane Pfeffer, qui est adjoint au maire de Bordeaux, en charge de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire, en leur demandant, eux qui représentent bien ces nouvelles équipes municipales, comment eux, ils concrétisent ces nouveaux rapports dans la mise en place de leur programme d'action. Et bon, je sais bien que leur expérience est assez courte, mais justement, comment dans cette prise de fonction, dans la mise en place de leur action, ils conçoivent leur rapport aux associations. Et donc, pour commencer, je propose qu'Anaëlle, tu prennes la parole. Donc bonjour à toutes et à tous, merci pour cette sollicitation. Donc c'est un petit honneur de faire partie de cette table ronde. Donc effectivement, je vais juste préciser, je suis adjointe à la ville de Tours avec la casquette vie associative, démocratie permanente, un autre défi, citoyenneté, conseil municipal des jeunes et élections. Donc voilà pour le long titre. Et en 8 minutes, donc je vais essayer d'être brève, je vais présenter un petit peu la situation de la ville de Tours et de finalement cette nouvelle équipe dont je fais partie et de ce qu'elle porte finalement par rapport à ces associations et cette coopération nécessaire. Donc je vais me permettre un petit point d'introduction. Donc la ville de Tours est actuellement dirigée par Emmanuel Denis, qui est Europe Écologie Les Verts, pour pas citer, et parmi l'équipe, des membres dont moi sont issus totalement de ce qu'on appelait un jour la société civile. On ne fait pas partie de partis politiques, on n'a jamais fait de politique et on s'est lancé un peu dans cette aventure folle en disant que c'est ce mandat, notamment pour l'urgence climatique, les défis sociaux de justice sociale et démocratique, et l'abstention criante en est aussi un peu la preuve lors des dernières municipales. Et donc, on a réussi, d'une part, à prendre la mairie, et on a réuni également Europe Écologie Les Verts et d'autres partis de gauche. Donc voilà un peu pour la présentation. Et dans ma ville, du coup, on compte environ 2500 associations. Donc, pour moi, c'est un chiffre aussi à avoir en tête qui est important. Donc aussi, c'est difficile
penser toute cette diversité des associations, évidemment, entre les associations sport, culture, solidarité, vie locale, les associations militantes, les associations de commerçants. Donc, il y a une diversité aussi des acteurs et que portent finalement les différentes associations. De manière très concrète, par exemple, nous souhaitons évidemment un dialogue et une co-construction, donc c'est quelque chose qu'on porte et c'est un véritable défi. Et par exemple, dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, on a fait le choix d'écrire un courrier à toutes les associations dont on avait l'adresse pour finalement les inviter à 3 réunions, associations sport, culture et solidarité vie locale en 3e, pour finalement se dire ce sont des acteurs majeurs sur le terrain. Certains continuent à largement porter des actions, notamment dans le cadre de la solidarité, alors que d'autres sont totalement à l'arrêt ou plus difficilement encore en lien avec les contacts. Et donc l'idée, c'est vraiment je pense, donner la parole, échanger, recevoir finalement leurs besoins, leurs difficultés, mais aussi les suggestions et initiatives, parce que de fait, ils ne nous attendent pas pour porter des actions, et c'est bien la force aussi du tissu associatif, et de se dire que voilà, on a à construire ensemble aussi les solutions de demain dans un monde bien incertain avec le Covid, et pour voir comment on peut travailler ensemble, coopérer, les soutenir, etc. Donc évidemment, ça nécessite un temps long. Donc là, depuis les 5 petits mois où on a pris nos fonctions, on rencontre les acteurs, on commence ce temps d'échange. Et après, se pose de manière très pratico-pratique, parce qu'on va aussi aller sur les choses pratiques. Ça va parler de subventions financières. Qui est-ce qu'on subventionne et dans quelle mesure? Donc ça pose aussi la question de nos choix politiques et de l'évaluation. Et avec une journée de formation avec le MES et Bruno, on avait notamment à discuter de ça, c'est quels critères pour évaluer l'action des associations. Des critères quantitatifs, c'est pas suffisant, donc des critères qualitatifs, mais du coup, il faut savoir quels critères et échanger pour que les critères finalement soient partagés. Donc là, il y a toute la question de comment on aide et sur quels critères. Il y aura la question très pratique de la mise à disposition de locaux de manière pérenne. Donc, dans notre ville, par exemple, il y a 300 associations qui ont des locaux et ils ne payent pas de loyer. Donc, ça, c'est des choix aussi. Qui est-ce qu'on aide à travers ces locaux? Et enfin, il y a aussi toute la logique de réservation des salles pour les salles de réunion. Voilà un peu les choses aussi pratiques. On va soutenir je vérifie le temps, j'ai 3 à 4 minutes. On développe une maison des associations qui a été lancée depuis peu avec un annuaire pour les faire connaître, des actions, des formations, des synergies. On essaye que ce devienne par la suite un lieu de collaboration avec des lieux d'échange. Et encore quelques petits points de ce qu'on porte ou de ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi réfléchir, et je pense que c'est un point important aussi, de voir qu'il y a des initiatives citoyennes qui ne se transforment pas en associations et quid un peu des collectifs qui n'ont pas de cadre juridique, à qui on peut pas forcément, donc on peut pas donner de subventions, et de fait, dans notre ville, en tout cas, ils ont moins de facilité pour avoir des salles de réunion, et comment finalement prendre en compte cette nouvelle finalement dynamique de collectifs qui ne deviennent pas des associations. En lien un peu avec cette réflexion, c'est aussi cette idée de bénévoles papillons. J'ai appris l'expression récemment de ces bénévoles qui vont pas avoir un engagement pérenne et régulier tout au long de l'année, mais finalement qui veulent de temps en temps donner un petit coup de main. Et donc là, il faut aussi réfléchir pour prendre en compte les différents types de bénévolat. Et petite réussite et peut-être anecdote pour la ville de Tours. On a lancé il y a quelques années, donc c'était pas moi l'ancienne équipe, un conseil municipal des jeunes, les 4e et 3e, et ils se sont structurés là récemment en association, donc les anciens de ce CMJ, et ils sont très très volontaires. Et la réunion d'avant parlait de cette question des jeunes, et on voit quand même qu'il y a des fois beaucoup d'envie, mais pas forcément toujours les connaissances pour savoir comment agir concrètement. Mais en tout cas, à Tours, cette association des anciens du CMJ est très dynamique. Et grosso modo, évidemment, l'idée, c'est sur un temps long, un temps de dialogue et de relation de confiance, qui n'est pas chose aisée, comment faire en sorte qu'il y ait un partenariat qui se mette en place entre l'équipe municipale et les associations et les collectifs, comment on peut réfléchir
ensemble sur des actions. Évidemment, ce qu'on porte, nous, ça va être écologie, solidarité, justice sociale et démocratie. Donc, comment faire en sorte que notre action, finalement, puisse se traduire et prendre forme durant ce mandat. Et je finirai sur cette réflexion d'une association Sagittaire qui se dit qu'il y a plein d'actions dans la ville portées par des associations et finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire collaborer ces différentes associations dans une même direction avec des gros défis communs et finalement, comment faire en sorte que les associations aussi entre elles collaborent parce que finalement, des fois, chacun est sur sa petite parcelle et voit pas forcément qu'à côté, il y a d'autres idées aussi bonnes à prendre. Je m'arrête là. J'étais peut-être un peu brouillonne, navrée, mais l'exercice n'est pas facile. Merci Anaëlle. Sur la dernière remarque, je t'invite à aller te nourrir de la proposition 30 du pacte de la transition qui propose la création de comités locaux de la vie associative avec la mise en place d'une charte qui permet justement des engagements réciproques. Du coup, je vais continuer un petit peu cet éclairage avec le regard de Stéphane Pfeffer sur Bordeaux et donc là sur l'enjeu autour d'une grande municipalité. Tours reste quand même une grande municipalité. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et le temps que vous nous accordez. Moi, donc, je suis Stéphane Pfeffer, je suis adjoint au maire en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'emploi et des formes économiques innovantes. Et on a aussi une adjointe en charge de la vie associative et de la démocratie locale qui ne pouvait pas être disponible, mais je vais l'associer à mes propos. La question qui est posée ici, du rapport entre les collectivités et les associations, je crois que finalement, elle interroge le rapport que nous, on a en tant qu'élus et en tant que collectivité avec les citoyens de manière plus générale. Et que notre relation avec les assos va dépendre aussi de celle qu'on veut construire avec les habitants de nos villes. Nous, on va dire que on est arrivé il y a 4 mois aussi. En 4 mois, on a eu 2 mois de vacances d'été et là, on en a 3 semaines de confinement. Je vous dis pas que la mise en œuvre est parfois pas évidente. Mais on a une ambition, en tout cas, qui serait de se rapprocher de l'idée de commun et de commun urbain en particulier. C'est-à-dire faire en sorte que les habitants soient en capacité d'identifier leurs problèmes, leurs besoins et d'y répondre par eux-mêmes. Et ça, c'est un élément qui nous paraît important et je vais un peu dérouler là-dessus. Parce que si on parle des communs, on parle forcément aussi d'une organisation collective des habitants sur un territoire. Moi, je fais exprès de parler, je précise d'habitants et pas de citoyens de manière à être entre guillemets plus inclusif. Et en plus parce que pour moi, c'est important, les habitants, ce sont ceux qui pratiquent leur morceau de territoire, leur quartier, leur rue, leur trottoir. Et puis, on a vraiment besoin de s'appuyer sur ces praticiens du quotidien. Comme on parle de collectif, c'est là où les associations elles peuvent avoir un rôle à jouer, forcément, parce qu'on a des citoyens, des habitants qui s'organisent dans le cadre de cette institution qu'est l'association. Je me pose et on se pose les mêmes questions que à Tours. Comment est-ce qu'on travaille mieux avec des collectifs auto-organisés, sans statut, etc. Comment est-ce que… Alors, il y a la question des subventions, puis même comment on les inclut dans le dispositif, comment on reconnaît un collectif, tout ça, c'est des questions qui sont importantes et on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de collectifs ad hoc et c'est une vraie question, à mon avis, politique qu'il faut qu'on arrive à résorber aussi. Donc, les assos peuvent être une traduction de ce besoin collectif et de cette action collective, mais elles sont pas toutes seules, les collectifs, mais il y a aussi tous les autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et là, on peut faire le lien, je pense au SCOP, d'une autre manière, au SIC, etc. On a vraiment des outils intéressants pour ça. L'idée de commun, elle pose donc un cadre à l'action collective, avec l'idée aussi d'autogestion et éventuellement de cogestion. Et c'est là aussi où finalement le principe de commun permet de remettre les habitants et les citoyens au cœur d'un dispositif municipal et au cœur un peu de nos pratiques politiques. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est sympathique, mais il faut quand même moi, ça m'interroge beaucoup sur moi en tant qu'élu, moi en tant que représentant de la collectivité, quelles sont mes pratiques et quelles doivent être mes pratiques. Et je pense que si on veut atteindre cette idée de commun et construire un nouveau rapport et un vrai rapport, j'ai envie de dire, avec les assos, il faut que nous-mêmes, en tant qu'élus, on s'interroge. Quelle est la place de la collectivité par rapport à ces assos? Est-ce qu'elle est au-dessus? Est-ce qu'elle est contre ces associations? Est-ce qu'elle est indifférente?
Moi, je pense que si on veut rester dans cette idée de commun, on doit être aux côtés de nos acteurs associatifs, c'est-à-dire qu'on ne doit pas leur expliquer quoi faire, mais qu'on doit les aider à faire ce qu'ils souhaitent faire, parce qu'ils ont aussi des compétences que nous et des expertises que nous on n'a pas, et on va se le dire aussi des souplesses que nous on n'a pas dans les collectivités. Cette place de la collectivité, elle est importante parce que on a besoin aussi, je crois, de renouer et de recréer une relation de confiance entre le personnel politique, entre le pouvoir politique et entre les habitants. Et donc, faire que la collectivité sorte d'une position de donneur d'ordre, j'ai un besoin, je te donne de l'argent, toi, association, pour que tu trouves une solution, il faut qu'on arrive à sortir de cette relation-là et qu'on rentre dans une relation où, moi, élu, je vois ce que font les associations sur le terrain. Sur cette base-là, je suis en capacité de construire une politique publique et je vais lui donner de l'ampleur par les subventions, par la mise à disposition de locaux, etc., etc., etc. Et ça, pour moi, déjà, c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire. On est en train de faire évoluer le rapport du politique aux associations et de l'élu aux citoyens. Et le dernier point que je voulais aborder, qui est important, et là, je vais rentrer un tout petit peu dans le concret. Je n'ai pas regardé le temps, donc je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes, mais je vais être court. Nous, pour créer cette relation de confiance, il faut un cadre qui soit réellement démocratique. On vous l'a dit, on a remporté la mairie de Bordeaux le 28 juin et j'en profite pour féliciter ma collègue de Tours qui est aussi quand même une victoire assez historique. Mais nous, en fait, on a un problème de règles. C'est-à-dire que si on veut créer un cadre démocratique, rebâtir une relation de confiance avec les associations, il nous faut quand même un système de règles. Aujourd'hui, on était dans… Comment dire ? Il y avait peu d'objectivité dans la manière dont étaient traitées les associations jusqu'alors. Il était plutôt opportun d'avoir les relations qu'il fallait, etc. Aujourd'hui, on repart quasiment à zéro. Il faut qu'on repose des bases un peu solides, avec des critères qui soient objectifs et avec des règles qui s'appliquent de la même manière à tout le monde. Ça vous paraît bateau ce que je vous dis, mais si on repart pas de cette base-là, eh ben on n'arrivera à rien à construire derrière. Donc là, c'est tout le travail que Camille Choplin, notre adjointe à la vie asso, se charge de faire. Ensuite, l'idée, ce sera, si on veut faire confiance, il faut qu'on permette aussi aux associations de leur donner de la visibilité sur le long terme, de la donner de la liberté dans un cadre qu'on aura défini ensemble. Bien sûr, l'idée, c'est quand même d'arriver à travailler ensemble et pas juste en se regardant. Donc, on est aussi en train de regarder comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que nos conventions de subvention et de financement, elles soient pluriannuelles, peut-être sur 2, peut-être sur 3 ans. Juridiquement, ça n'a pas forcément de valeur, mais en tout cas, politiquement, dans l'intention, c'est quelque chose d'important et mine de rien, ça nous contraint au moins symboliquement. Et puis, le dernier point sur lequel je vais rentrer, on organise, nous, au début de 2021, on voulait le faire là, mais bon, ça tombait mal, les assises du pouvoir partagé, puisqu'on veut aussi s'interroger de manière plus globale sur quelle sera notre pratique par rapport à la démocratie locale. Et moi, je pense que les associations, elles ont pleinement leur rôle à jouer dedans et qu'il faudra aussi qu'on traite cette question-là dans nos assises du pouvoir partagé. Quelle relation entre l'asso et la ville et derrière, comment est-ce qu'on permet aux citoyens et aux habitants de s'engager plus souvent dans leurs assos. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphane. Juste comme il y a une question qui te concerne directement par rapport à ton intervention, je te la pose tout de suite. Comment travaillez-vous avec les services, vos agents municipaux sur cette question de changement de paradigme, de dialogue avec les associations ? C'est une excellente question puisque c'est quand même globalement le nerf de la guerre. Hein. Je ne sais pas si à Tours c'est la même chose, mais on est dans un gros travail, quelle que soit la thématique asso ou pas, de changement des pratiques des services et des agents de la municipalité. Et il faut vraiment qu'on arrive à changer la culture de travail, qu'elle soit plus transversale, plus collective, plus à l'écoute. Et ça, c'est une grosse problématique. Donc là, on a recruté notre directeur général des services il y a 3 semaines. Donc, on est en train de réfléchir avec lui à un plan de formation, à une réorganisation des services, etc. Encore une fois, on repart de zéro, on pose de nouvelles bases, quoi. La réponse n'est pas satisfaisante, mais on est au tout début de ce processus. Et puis, pour dire un peu ce qui se passe sur Tours, puisque pour le coup, on a été complètement associé à cette question, on a organisé en octobre une journée de formation à destination des élus et des techniciens, justement pour travailler sur ces logiques de comment on fait coopération, qu'est-ce que c'est que la coopération, comment on passe dans des modes de travail plus coopératifs. Et je dois dire que j'étais assez étonné de l'intérêt suscité par cette journée auprès à la fois des élus, mais des techniciens qui ont participé.
Et moi, j'avais trouvé ça enfin, c'est source d'espoir. Il faut qu'on avance parce que voilà, le temps est compté, qu'on a pas mal d'intervenants sur cette table ronde. Donc, j'avais envie ensuite de donner la parole à Julien Pedriga. Julien a été directeur de cabinet de Los Angeles pendant quelques années, et puis Los Angeles qui a été à l'origine d'une démarche assez participative autour d'enjeux de transition climatique et qui a lancé la dynamique des fabriques de la transition. Et puis Julien aujourd'hui est passé du côté associatif puisqu'il est délégué des fabriques de la transition. Et j'avais un peu envie de lui demander justement comment il vivait ce rapport, étant passé du côté de l'institution à celui de l'association, comment il vivait un peu ce rapport de relation entre l'institution et les associations autour de ce qui concerne lui, la question de la transition. Merci Bruno, bonjour à toutes et tous. C'est une très bonne question. Je la vis comme un déplacement professionnel assez complet, puisque effectivement j'ai passé le Rubicon. On peut dire que quand on est du côté des collectivités territoriales, d'une certaine manière, on a les fesses au chaud, dans le sens où son budget, son traitement quand on est fonctionnaire, son cadre collectif de travail est assez stabilisé. Et puis on a une longue histoire depuis la Révolution française en termes d'institutions. Donc voilà, tout ça est un monde, je dirais, avec une relative inertie et en même temps plein de capacités d'innovation. Et puis quand on passe de l'autre côté, on se retrouve pris dans un grand mouvement où on est pris dans un système économique concurrentiel, où finalement la valeur qu'on développe, qui est une valeur parfois qui ne se compte pas, mais qui peut très bien se raconter. Donc, je rebondirai peut-être sur les propos d'Anaël et de Stéphane sur les questions d'évaluation, mais voilà, rentre pas toujours dans les cases comptables évaluatives sur lesquelles on nous demande déjà en amont de savoir ce qu'on va produire. Voilà, et puis finalement, le bien commun pour lequel on se base, qu'on essaye de faire avancer, c'est pas toujours reconnu. Donc voilà, par rapport à ta question, c'est un vrai déplacement, mais on va dire que c'est une prolongation de ce qu'on essayait de faire déjà à l'os, c'est-à-dire de reconsidérer finalement les postures d'élus, d'agents, de citoyens, d'opérateurs économiques, et de voir comment ces postures pouvaient trouver une capacité à prendre collectivement en charge les enjeux qui sont les enjeux du territoire. Voilà, donc peut-être par rapport aux propos que je voudrais tenir, parce que la question c'est quelle dynamique locale pour une meilleure prise en compte des associations. Bon, je pense que une dynamique qui se met en transition au plan local est nécessairement amenée à reconsidérer la place des associations, à ne pas les voir comme voilà des gens uniquement qu'on va subventionner de temps en temps, si en plus c'est les copains c'est plus facile, etc. Mais vraiment comme des opérateurs, des partenaires avec lesquels on va être en capacité à la fois de poser un vrai diagnostic de territoire, parce qu'on n'est pas dans une tour d'ivoire quand on est dans les collectivités. On n'a pas une vision panoptique, c'est pas vrai, et on n'a pas l'expertise, ça venait dans le chat, là, l'expertise d'usage du quotidien. Donc d'ailleurs, association ou pas, hein, c'était aussi des propos repris par Anaël et Stéphane, de dire finalement de regarder un peu l'ensemble des parties prenantes d'un écosystème coopératif territorial comme des partenaires, comme des agents qui vont contribuer à ce bien commun. Et Los Angeles, c'est assez intéressant pour ça, parce qu'il y a quasi 40 ans d'expérimentation sur le sujet. C'est-à-dire qu'on est parti dès les années, fin des années 70, début des années 80, sur une logique, en gros, d'effondrement du modèle sociétal dans lequel évoluait la ville. Hein. C'était celui du bassin minier, donc la mine, le charbon, les houillères qui possédaient les écoles, les clubs de foot, les fanfares, les hôpitaux. Bref, quand la mine s'arrête, c'est pas juste l'activité de travail qui s'arrête, c'est tout le tissu socio-économique et socio-culturel. Donc, il a fallu reconstruire à partir de là, mettre en place une dynamique culturelle dans laquelle les citoyens ont joué un rôle fondamental, à la fois en termes de participation, rédaction de scénettes, rédaction de spectacles. On a joué la comédie sur les carreaux de fosse. On s'est réapproprié le patrimoine local pour le valoriser. Bref, donc à partir de ce moment-là, se met en place une dynamique. Et puis dans les années 90, ce qui va être très intéressant, c'est vraiment pendant 5 ans une co-construction du projet de ville. Et pendant 5 ans, j'insiste, c'est-à-dire que c'est pendant le temps d'un mandat. On a pris 5 ans pour construire le projet de ville et créer toutes les conditions de participation active des uns et des autres pour être contributeurs de ce projet.
Je la fais très courte, mais en gros, ça permet de dessiner pas un plan au sens d'une planification, mais ça permet de dessiner un plan au sens d'une boussole, d'une orientation collective pour passer du noir au vert, du charbon au développement durable. Avec cette grande problématique et en même temps cette chance immense, c'est que le modèle de développement durable, il n'est pas défini à l'avance. Il y a des signaux faibles, de plus en plus forts. On est de mieux en mieux équipés pour écouter et prendre en considération, mais il s'invente en avançant. Et donc, dans les années 90, ce travail se met en place. Et dans les années 2000, on a une dynamique collective qui s'est organisée avec vraiment une volonté politique très forte d'impliquer au maximum l'ensemble des parties prenantes, non plus seulement pour activer des leviers de transformation du regard, de dynamique culturelle, non plus seulement pour faire le diagnostic partagé de la ville, mais cette fois-ci pour le coproduire. Et c'est là où on va rentrer dans le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, et c'était la question qui était posée, ça déplace, donc c'est à nouveau ta question initiale, il y a un déplacement professionnel à la fois des élus. Les élus, c'est pas un métier être élu, mais c'est du travail. Donc, il y a un déplacement professionnel qui s'engage à cet endroit-là parce qu'ils sont pas au-dessus de la mêlée, même si en dernier recours, ils arbitrent, parce qu'ils ont une légitimité démocratique en termes de démocratie représentative, mais leur rôle va changer parce qu'ils vont être en situation d'animer finalement un débat public, d'animer une capacité collective de prise en charge de ces enjeux. Et c'est pas simple. Ça va déplacer les fonctions des services. Ça va les déplacer parce que quand on coproduit, eh bien, il faut trouver de la synchronicité, se mettre au rythme de ceux avec qui on veut coproduire. Donc, c'est pas forcément les rythmes de l'administration, c'est pas forcément. Donc tout ça est à réinventer. Et en fait, ça nous a obligés nous à nous structurer pour éviter des burn-out. J'entendais dans la table ronde précédente la question des burn-out, se mettre dans une démarche de résilience et de transition XXL, et donc avec une vraie volonté politique pour y aller. Ça crée aussi de la casse dans le sens où ça coûte aussi de l'énergie, ça coûte des choses. Et si on n'est pas équipé collectivement pour prendre en charge ces enjeux, notamment sur la santé physique et mentale, eh bien, on peut aller dans le mur. En tout cas, ça a été une expérience qu'on a vécue à l'os et on a aussi eu des expériences de burn-out associatif parce que quand on crée des espaces dans lesquels on peut s'investir, on peut y aller, on trouve du répondant, les services sont là, ils nous aident, il y a de l'ingénierie, il y a du financement, c'est parti. Oui, mais les filets de sécurité sont pas toujours là quand on se plante. Et on se plante souvent quand on mène des projets. Le droit à l'erreur, c'est pas juste un vain mot. Il y a des difficultés. C'est pas aussi simple que ça. Inventer un système alimentaire local, mettre en place une démarche de transition énergétique participative, créer des cafés citoyens. Enfin, toute cette démarche, de transition, c'est pas simple. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et donc voilà, avoir une vraie attention à la capacité collective de prendre en charge ces enjeux et donc une attention aussi au travail, au déplacement professionnel et au déplacement professionnel aussi, alors le mot là est peut-être galvaudé, mais des citoyens et des associations. Parce que quand elles deviennent opérateurs d'un système alimentaire, par exemple, d'une transition énergétique locale, ça va venir aussi changer le degré de leur engagement. Ça va supposer qu'on ait des mécanismes d'alerte, de coproduction beaucoup plus fins. Voilà. En gros, pour pas être trop long, tout ça, c'est une réinvention assez profonde, je pense, des services publics, du mode opératoire dans le territoire et d'une capacité, on va dire, collective d'engager tout ça. Donc, sur Losangoël, on est devenu en 2014 démonstrateur national de la conduite du changement. Alors bon, c'est un label déposé par l'ADEME. On s'en fiche un peu du label. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient reconnaître le fait que ces modalités de co-construction de la ville, de voir la commune comme un commun, c'est intéressant aussi pour ces institutions qui cherchent à pousser la transition et qui comprennent que c'est pas uniquement dans les questions on va dire des sciences de l'ingénieur que ça se joue, mais aussi beaucoup dans les questions de sciences humaines, de sciences humaines et sociales, et que ça c'est beaucoup immatériel finalement. Le facteur humain, il est clé dans tout ça et on l'appréhende finalement très peu. Voilà, donc peut-être le deuxième point de mon intervention, je sais pas trop combien de temps il me reste là non plus, mais je suis arrivé au bout à voir ton signe de la tête. Juste alors une dernière phrase. On pense que avec la fabrique des transitions, il y a besoin de réinventer l'ingénierie au service de ces transitions. Et aujourd'hui, l'ingénierie, elle est un peu cloisonnée, comme le monde des collectivités pouvait l'être avant qu'on soit dans des démarches coopératives qui viennent fondamentalement remettre en cause les silos et injecter de la transversalité dans les organisations de travail.
cette ingénierie, il y a l'ingénierie publique qui à coup d'appel à projet, à coup d'appel à manifestation d'intérêt, avec des financements publics, etc., va créer des cadres dans lesquels les assos peuvent s'engager ou les acteurs peuvent s'engager. Puis on a l'ingénierie privée, les bureaux d'études, les structures plutôt dans le champ concurrentiel qui vont être en soutien des collectivités, en soutien des territoires pour avancer. Bon, et bien, on pense que là, il y a peut-être un chaînon manquant qui est ce qu'on appelle l'ingénierie de la conduite du changement systémique et qui vient réagencer en fait ces deux formes d'ingénierie historique, et c'est l'ingénierie de la communauté apprenante. L'ingénierie des pairs à pairs, c'est-à-dire de ceux qui peuvent se parler en communauté de pairs, en communauté d'acteurs et être en capacité finalement de s'épauler, de s'outiller mutuellement. Et les associations à cet endroit-là, je pense, ont un rôle absolument clé à jouer dans cette recomposition, en gros, de la capacité collective, je l'ai dit plusieurs fois, à prendre en charge ces enjeux de transition sur le territoire. Bon, il y aurait eu 1000 choses autres à dire, mais je m'en tiens là. Merci Julien. Tu m'offres une excellente occasion de dire une recherche-action qu'on lance là au sein du MES sur la construction d'une communauté d'accompagnateurs justement à l'animation des territoires dans des politiques de développement économique, où on s'est aperçu que finalement c'était un des maillons qui manquait et que c'est un des travaux que au sein de nos réseaux territoriaux du MES on fait. D'ailleurs, tu dois connaître le travail que fait la PES sur ce sujet. Du coup, il faut qu'on avance. Je voulais maintenant donner la parole à Patricia Andrieux. Patricia Andrieux est élue de longue date dans différents niveaux de collectivités locales. Elle est actuellement élue de la commune de Val-d'Esson et vice-présidente du RTES, mais je sais qu'elle a été vice-présidente de la région. Je ne me rappelle plus de la région, si c'est BFS, non, c'est pas Bourgogne-Franche-Comté. Champagne-Ardenne. Oui, Champagne-Ardenne. Et donc, Patricia, tu as déjà quelques années derrière toi de réflexion et de pratique autour de la question de la co-construction et de ces liens qui s'opèrent entre acteurs de la société civile et puis collectivités. Et donc, j'avais envie de te questionner un petit peu sur toi, quel regard tu as sur les avancées et les freins que rencontrent ces problématiques depuis que tu es impliqué dedans. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci Bruno pour la présentation qui me rajeunit beaucoup. Mais pour cette occasion, alors je pense que beaucoup de choses ou presque tout a été dit dans les témoignages précédents. Alors, juste pour redire aussi que je suis du coup, parce que je vois qu'il y a des questions spécifiques sur le milieu rural, je suis élue, contrairement aux deux collègues précédents de Tours et Bordeaux, je suis élue en milieu très rural, puisque je suis effectivement adjointe d'une commune de 350 habitants et impliquée dans la communauté de communes, qui fait 8000 habitants pour 64 communes, située au sud de la Haute-Marne, dans le nouveau parc national des forêts. Voilà, et aussi au PETR. Donc, dans un territoire vraiment rural, et ça éclairera peut-être aussi la suite de mon propos. Alors, par rapport à la question que tu poses et au recul, qui est quand même modeste, mais sur les questions de co-construction sur lesquelles je travaille encore, j'ai 2 ou 3 constats peut-être et qu'on retrouve. Bon, d'abord, on va pas y aller par 4 chemins. Et ça a été dit, je pense, par Madame Funder du mouvement associatif, et puis les effets de la charte d'engagement réciproque que les pouvoirs publics et l'État a lui-même signé, et l'avancée de la co-construction, elle est quand même décevante. Et je trouve qu'elle n'avance pas assez vite par rapport aux enjeux de remise en confiance. Enfin, on voit bien que le chantier est énorme et que normalement, la question de la co-construction des politiques publiques, elle devrait avoir un boulevard devant elle. Alors, on peut espérer des avancées plus rapides avec les dernières municipalités, enfin les dernières élections municipales, mais c'est quand même difficile. Mais globalement, pour moi, le constat, il est décevant. Ça n'avance pas à la hauteur des enjeux. Un deuxième constat, qui explique peut-être le premier, c'est que très concrètement, on ne sait pas faire, en fait. Enfin, moi, je l'expérimente. Je suis pas à l'exécutif de ma communauté de communes, mais je soutiens cet exécutif. Je vois bien qu'on a collectivement du mal, où je suis aussi référente du projet alimentaire territorial à l'échelle du Pays de Langres. Julien, il faisait écho. Donc là, j'ai
j'ai en main un certain nombre de choses et je trouve que c'est très difficile à faire, je vais y revenir. Puis, il y a autre chose aussi que je voudrais dire là par rapport aux propos de cet après-midi ou de cette journée, moi, j'ai pas pu assister à la matinée, c'est qu'il faut qu'on soit quand même très conscient qu'on est un peu dans l'entre-soi et qu'on n'est pas tout à fait dans la vie réelle des collectivités. Et par exemple, moi, j'interviens, je pense un peu au niveau du RTES. Alors là, effectivement, on représente des collectivités, et puis les collègues qui sont intervenus avant moi, on représente des collectivités où il va y avoir une vraie volonté politique, où on va être un peu avant-gardiste. Et même là, je pense qu'on va constater les uns et les autres que c'est compliqué, mais c'est pas non plus la réalité de tous les territoires, de toutes les volontés. Enfin, voilà. Et parfois, on peut être un ou deux dans un exécutif à avoir la volonté, alors je ne parle pas des villes où il y a une majorité claire qui s'est dessinée, et que la réalité à laquelle on est confronté dans notre conseil municipal, dans notre conseil communautaire, même quand il y a une volonté politique, pas toujours aussi affirmée que ce qui nous a été présenté, c'est très compliqué. Alors, par rapport à ça et à ces constats un peu négatifs, il faut reprendre de la hauteur, je trouve, et se dire que on ne va pas en rester là. Donc, c'était bien de se redire c'est quoi les enjeux. Et je trouve que ça a été évoqué. Bon, il y a la question de la mise en confiance. Et du coup, on attend beaucoup des associations, je pense, du monde associatif, mais c'est implicite parce que on voit bien que les élus avec la société civile, c'est un peu comme une poule devant un couteau, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment prendre les relations, et c'est réciproque, je pense. Et même, je pense qu'il y a plein d'exécutifs où la société civile vient d'arriver dans les gouvernances, et c'est pas pour ça que du jour au lendemain, c'est parce qu'on est élu, on a un certain nombre de délégations et d'autorisations à faire, mais c'est pas pour ça qu'on acquiert la compétence du jour au lendemain. Donc, cette mise en confiance, elle se décrète pas. Et puis, la société civile, une partie accepte de se remettre aux assauts, mais pas d'autres. Il y a quelque chose de nouveau qui doit se nouer. Ensuite, il y a un autre défi du moment qui, à la fois, est extrêmement intéressant, et c'est là où je disais ça donne un boulevard, c'est quand même toute la question de l'accompagnement de toutes les transitions, écologiques évidemment, alimentaires, parce que c'est un exemple dans lequel je suis plongée, mais des transitions numériques, voilà. Et donc, comme les collectivités, un élu, en vrai, quand on se retrouve aux manettes, on ne sait pas faire, on se dit, on va aller chercher les assos qu'ils font. Mais on n'a pas forcément les outils de cette relation. Et puis, il y a un autre enjeu qui a beaucoup, sur lequel que je trouve bien développé, Julien, c'est la question de la remise en question réciproque, la question de l'évolution des postures. Et ça veut dire oser sortir des zones de confort, oser prendre des risques, rompre avec les habitudes. Et c'est pas forcément sûr qu'on est prêt à l'accepter ou que la société qu'on représente est prête à l'accepter. Enfin, il faut mesurer, c'est tout l'art de la politique. Mais il y a toutes ces questions-là, je trouve, et tous ces enjeux-là qu'il faut avoir derrière la tête pour se dire comment on repose ce sujet-là, quoi. En tout cas, et qui peut-être explique pourquoi finalement, je disais tout à l'heure, c'est décevant et on n'avance pas si vite. Mais parce qu'on est quand même sur un sujet quand même compliqué, dans une période de tension démocratique, ça a été dit avant, mais qui est quand même à haut risque, qui est à très haut risque, je pense, y compris au niveau des territoires. Et donc, tout ça fait qu'il faut à la fois aller vite, à la fois savoir prendre un peu le temps des choses aussi et d'observer et de regarder autour de soi. Donc, tout ça, ça pose quelques questions, je trouve aussi. C'est d'abord, quelle est la volonté de faire? Bien sûr, il y a une volonté politique exprimée, mais la volonté, c'est pas juste un programme électoral. Je dis pas ça du tout de remise en cause des gens qu'on parle là. Avant, moi, je parle plutôt de la situation dans laquelle je suis, où je vois bien comment c'est facile d'évoquer, d'avancer des choses en campagne. Et je suis sur un territoire rural, donc il n'y a pas du tout une campagne qui ressemble à ce qu'a pu se faire à Tours ou à Bordeaux. On n'est pas dans cette configuration-là. Puis nous, on est dans une configuration de mixage politique. Voilà. Mais je vois bien qu'il y a plein de bonnes intentions de déclarer avant une campagne, puis que là, quand on est au pied du mur, même avec une nouvelle équipe, je parle de l'échelle interco en ce qui me concerne, dont je ne mets pas une seconde en cause la volonté, ça renvoie à la question du risque qui n'est pas si évident. Et puis, quand je disais quelle volonté de part et d'autre, c'est que je trouve que moi, il y a quelque chose qui m'a choqué au moment du débat des Gilets jaunes. Dans la municipalité que je représente, on a ouvert notre mairie, on accueillait les gens, voilà. Moi, ce qui m'a peut-être le plus frappé, parce qu'on voyait des gens,
c'est qu'en gros, on nous renvoyait beaucoup, mais débrouillez-vous, vous êtes élus, débrouillez-vous. C'était pas vous faites mal, on veut faire à votre place. On vous demande juste de trouver les solutions quand même. Et ça, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est très présent dans la société. Alors évidemment, nous tous autour de la table qu'on est là, je pense qu'on n'est pas représentatif de ça et que évidemment les assos, elles ont envie de faire. Et c'est pour ça qu'en tant qu'élu, on a envie d'aller chercher les assos. Mais c'est pas si évident. Ensuite, il y a la question de la représentativité. Je parle pas des élus, mais je parle des assos parce que ça a été un peu évoqué par des intervenants précédents. Ouais, on arrive dans un paysage interco, communal, où il y a plein d'assos et on se dit on va aller les chercher, mais comment on fait? Et dans ce jeu d'assos, il y a à la fois plein d'assos qui ont beaucoup d'ancienneté, de fait une certaine légitimité, mais il y a aussi des assos nouvelles dans le jeu et comment on crée un équilibre avec des budgets évidemment contraints. Il y a tout ça et je trouve que sur le champ de l'économie sociale et solidaire, et Jérôme Sadier, je crois, l'évoquait un petit peu, c'est qu'il y a à la fois des acteurs historiques, on voit des acteurs nouveaux qui rentrent dans le jeu, dont certains sont intéressants, dont d'autres sont un peu déphonés de l'ESS, enfin, en tout cas, moi, dirais ça, et que c'est compliqué quand on est élu pour s'y retrouver et qu'on a besoin de décrypter tout ce paysage-là. Donc, on est face à toute cette complexité-là. Puis ensuite, il y a comme aussi la question de la légitimité, parce que, comme on l'a dit, il y a une vraie défiance aujourd'hui entre les pouvoirs publics et même parfois, même si on sait que c'est les maires et l'échelon sur lequel il y a le moins de remise en confiance, malgré tout, quand on bascule dans le champ du pouvoir exécutif, il y a une défiance aujourd'hui qui fait qu'on n'est pas forcément toujours légitime pour animer un débat. En tout cas, cette légitimité-là, elle doit se construire et elle doit se co-construire. Donc, je suis bien consciente que j'amène plutôt des pistes d'explication un peu frustrantes que des pistes de solutions, mais c'est un peu tout ce que j'ai en besace. Mais je trouve qu'il faut il faut être conscient, et ça a été dit par les gens qui ont parlé avant, mais c'est quand même vraiment important. Et c'est là où il y a un décalage entre notre organisation, l'organisation de notre vie politique et la réalité. C'est qu'il faut du temps long et que, en fait, quand on est sur un mandat même de 5 ans, c'est pas du temps long, ça. Et donc, faut être conscient et se projeter. Et ça, c'est quand même un sujet. Ensuite, je trouve qu'il y a la question de la volonté politique qui est évidente, nécessaire et qui est un ingrédient sur lequel on peut pas faire. Mais je pense que souvent, on oublie sur toutes les questions. Ces questions-là, c'est l'enjeu et l'importance du savoir-faire technique et de la compétence, de la question de l'animation du débat. Enfin, comme je l'ai dit, on est sur des choses très, très subtiles et comment on s'y prend concrètement pour emmener des gens larges et pas juste un monde associatif qui finalement sait faire et sont une forme de pouvoir, mais sont pas non plus du tout représentatifs de l'ensemble des villageois ou l'ensemble d'une interco. Et ça demande beaucoup de subtilité sur laquelle, en général, on n'est pas complètement outillé. Et c'est là où on a besoin quand même du monde de la recherche, des réflexions, des journées comme celle-là. C'est essentiel. Mais je pense qu'il faut avoir la modestie de prendre conscience de ce on ne sait pas bien faire et on n'est pas forcément outillé. Et c'est pas parfois un peu plus subtil que les outils classiques d'animation pour emmener des gens qui sont des fois très loin de ça. Et voilà. Et enfin, je dirais peut-être pour terminer, il faut de la ténacité beaucoup. Enfin, c'est évident que vouloir rentrer dans des processus de co-construction, c'est des échecs, c'est aller long, c'est des déceptions, on frustre des copains parce que on était dans le monde associatif, on les côtoie dans le monde associatif, on n'est plus du même bord, ce qui a été décrit par Julien. Et c'est tout ça, enfin voilà. Et puis c'est quand même des fois des choix politiques assumés. Je vais juste terminer par un exemple. En tant qu'animatrice du projet alimentaire territorial, donc sur le Pays de Langres, on a plusieurs volets assez classiques. Il y a un volet qui travaille autour d'un groupe qui travaille autour de la sensibilisation, de la réduction du gaspillage alimentaire et de produire en fait une offre pédagogique pour les écoles. On a fait un choix assumé qui est d'essayer de mettre les assos qui ont une compétence sur le sujet, ont déjà travaillé sur le sujet, ont une autorité qu'on n'a pas du tout avec élus autour de la table, pour proposer une offre. Par exemple, c'est beaucoup plus long, ce chemin-là, beaucoup plus compliqué que si on avait décidé d'aller chercher des prestataires privés ou même de l'ESS
mais nationaux, régionaux, qui repèrent très bien que notre territoire est en projet alimentaire territorial et qui nous démarchent beaucoup pour des prestations payantes, pas forcément, mais pour venir faire sur notre territoire. Faire le choix d'aller chercher des assos qui ont un petit bout de la compétence, mais pas encore une compétence intégrée parce qu'elles doivent apprendre, machin, c'est un choix compliqué parce qu'on se plante un peu, parce qu'on voit que c'est pas tout le temps simple de mettre les acteurs autour de la table, parce que derrière, on a des élus qui sont pas aussi convaincus que vous, puis qui attendent des résultats et qui comprennent pas pourquoi on s'embarque là-dedans alors que c'est plus facile d'aller chercher un consultant. Donc, derrière cet exemple-là, voilà, ce que je voulais illustrer, la question de la complexité face à laquelle on peut être et de la ténacité et qui explique pourquoi on a un bilan un peu décevant, mais il faut plus que jamais pas lâcher le morceau, parce que je trouve que pour répondre notamment aux enjeux qu'ont décrit Patricia Koller et Jérôme Sadier, mais enfin, on s'en sortira pas sans une révolution, je dis pas une révolution, des postures de part et d'autre, des pouvoirs publics, mais aussi des assos. C'est vraiment chacun doit faire moitié du chemin, et j'ai envie de dire de la société civile, d'ailleurs aussi, qui parfois attend, et voilà, il faut sortir de cette défiance réciproque. Voilà, je réponds de manière très frustrante à la question, j'en suis consciente et je m'excuse, mais voilà ce que j'avais envie de dire. Je voulais te remercier, Patricia, et remercier aussi Stéphane et Anaël, parce que vous portez une parole d'élu. Et du coup, pour conclure cette table ronde, j'avais envie d'inviter Laurent Fraisse, qui est socio-économiste, membre associé au LISCNAM et au Collège d'études mondiales, et qui travaille notamment sur les questions de coopération territoriale, mais aussi sur le champ de la co-construction des politiques publiques, pour un petit peu qu'il puisse réagir et donner son éclairage de chercheur sur ces questions-là. Donc, Laurent, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez. Donc, en réaction aux interventions toutes intéressantes que j'ai entendues, en tout cas, j'entends qu'il y a de la volonté politique. Est-ce que même si ça ne suffit pas, et je suis d'accord avec Patricia Andriot, il en faut pour co-construire. Et donc, il y a des intentions qui me semblent très prometteuses dans ce que j'ai entendu. Il me semble aussi, pour vous donner des éléments par rapport aux travaux que j'ai menés, c'est effectivement aussi le bon moment de co-construire dans l'échéance politique. C'est toujours plus facile de co-construire ou de se lancer dans un processus de co-construction en début de mandat. Ça va de soi. Et je pense qu'il y a, par rapport à ce qui a été dit sur la déception notamment des chartes réciproques, d'engagement réciproque entre collectivités, pouvoirs publics et associations, je pense que pour co-construire, il faut qu'il y ait un enjeu commun. On ne co-construit pas pour co-construire. Et là, il me semble qu'il y a un enjeu qui est fort, qui est les incidences à court terme et moyen terme de la crise sanitaire liée à la Covid sur la résilience du tissu associatif local et la capacité de pouvoir se projeter sur les enjeux du territoire. Et là, je crois que cette situation, qui est quand même une situation exceptionnelle, peut justement faire bouger les postures d'un certain nombre d'acteurs. D'abord parce qu'il y a sans doute aujourd'hui des associations qui sont peut-être en danger de mort, donc ça veut dire une moindre capacité du tissu associatif à pouvoir demain, avec d'autres, co-construire. Et donc du coup, ça peut peut-être produire des recompositions de collectifs et des points d'appui par rapport effectivement peut-être à des habitudes clientélistes ou à, on va dire, des situations un peu figées. Donc je dis ça parce que je pense que c'est un sujet qu'on a la responsabilité de la vie associative aujourd'hui. C'est évidemment de sécuriser 2020 et d'anticiper 2021 par rapport à un certain nombre d'acteurs. Et ça passe aussi par la première étape, à mon avis, d'une co-construction, c'est la coproduction d'un diagnostic. Alors là, il y a plein de méthodes, mais ça passe par ça, à co-construire déjà quels sont l'état des lieux. Et là, je crois qu'il y a drôlement besoin d'avoir un état des lieux de la santé des associations, de leurs bénévoles et professionnels sur les territoires, suite à ce qu'on est en train et toujours de vivre
en cette année 2019. Et deuxièmement, il y a besoin effectivement de construire les objets. Les objets, c'est-à-dire à un moment donné. Alors, ça peut être, comment dire, très ambitieux, c'est-à-dire co-construire une politique. Enfin, je dis par exemple de la vie associative, ça peut être quelque chose de plus modeste, parce qu'il faut parfois se donner des objectifs réalistes, c'est-à-dire choisir une thématique qui permet de fédérer un certain nombre d'acteurs. Donc là, vous avez, en tout cas dans les expériences qu'on avait pu étudier, un peu les deux schémas. Soit on sait co-construire la politique, par exemple de la vie associative sur le mandat, ça peut être sur un enjeu, ou ça peut être comment on fait sur les… C'est aussi peut-être tirer les enseignements de la crise. Je sais que sur certains territoires, dans l'urgence, il y a des actions qui ont été co-construites entre collectivités et associations pour faire face à des enjeux de solidarité. Pour, par exemple, venir en aide et permettre d'alimenter un certain nombre de personnes isolées. Il y a eu des innovations et parfois les associations ont pu répondre dans l'urgence et la solution, ça a été de co-construire les solutions. Et donc, à un moment donné, il ne faudrait pas que, lorsque c'est innovant et si c'est co-construit, que ces solutions soient considérées par les pouvoirs publics uniquement comme des solutions temporaires. On co-construit parce qu'on est dans la crise, on est dans l'urgence, et puis une fois qu'on revient à la normale, on en oublie les enseignements de ces situations où finalement ça s'est avéré efficace. Alors, je réagis toujours, je pense qu'il y a… j'ai entendu, je ne sais plus, qui a parlé de cogestion, là, je trouvais ça très ambitieux. Je trouve qu'il y a effectivement il y aura un enjeu budgétaire de toute façon, que ce soit dans la sécurisation, etc. Et moi, pour avoir par ailleurs travaillé sur les financements publics et des collectivités locales sur les associations, je pense qu'il y a des marges de progrès très importantes pour que déjà les élus à la vie associative aient une connaissance fine de l'ensemble des engagements financiers de sa propre collectivité sur l'ensemble des politiques auprès des associations, et que ce diagnostic également budgétaire, ça puisse être aussi partagé au moins à titre d'information. Parce que co-construire une politique dont on n'a à la fin pas les moyens, c'est potentiellement, effectivement, produire à moyen terme des déceptions. Donc ça, je pense qu'il y a une marge de manœuvre, en tout cas sur l'information de ce que fait une collectivité locale en matière de soutien aux associations. Et là, il y a des marges de manœuvre qui peuvent être aussi les bases pour construire, on va dire, une évaluation sur la mandature. Autre élément, évidemment, il y a la nécessité, la volonté, évidemment, de co-construire, mais je pense que pour des élus à la vie associative, co-construire, ça peut être aussi dans son intérêt bien compris. Ça peut être dans son intérêt bien compris pour aller chercher de l'expertise citoyenne, je vais appeler ça comme ça, à l'extérieur, mais aussi des collectifs qui vont pouvoir, à l'interne, légitimer sa politique et éventuellement négocier des arbitrages et éventuellement aussi pallier à des ressources administratives, que ce soit en termes de techniciens et d'agents, qui peuvent, on va dire, insuffisants pour peser par rapport à la fois au jeu, à la hiérarchie, et aux équilibres politiques, mais aussi au poids administratif des différents services. Et donc, pouvoir s'appuyer à un moment donné sur une politique ou ces actions qui ont été travaillées et co-construites avec des acteurs locaux, ça peut être à un moment donné, dans l'intérêt bien compris de l'élu, stratégique, voilà, et pas uniquement dans le cadre de volonté. Donc ça, je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête. Et évidemment, il y a l'enjeu j'en ai déjà un peu esquissé, il y a l'enjeu classique de la transversalité, puisqu'en fait, on peut avoir la compétence vie associative de sa collectivité, je pense notamment dans des grandes collectivités comme Bordeaux autour, mais finalement,
le gros des financements aux associations, ils peuvent être aussi dans la politique culturelle, la politique sportive, enfin bref, sur d'autres politiques. Et la question, c'est comment tous ces élus sont en capacité, y compris dans le diagnostic et la co-construction, de travailler ensemble sur la dimension associative de leur politique. Et ça, je pense que c'est un enjeu très important pour effectivement que les volontés d'innovation puissent aussi irriguer et que d'ailleurs que l'élu à la vie associative ne soit pas uniquement tout seul dans son couloir, on va dire, de politique publique. C'était quelques éléments. Le dernier, c'est effectivement qui n'est pas simple, qui est effectivement de pouvoir articuler des espaces de concertation, de co-construction entre pouvoir public et associations, et en même temps de pouvoir aussi appuyer et préserver des espaces non institutionnels et autonomes des associations sur leur territoire et de faire dialoguer ces espaces dans un processus de co-construction. Voilà, je vous remercie. C'était des remarques un peu à la volée. Merci Laurent pour cette intervention. On arrive au terme de notre table ronde, donc je voulais vous remercier tous les 5 pour nous avoir un peu éclairé de la manière dont ces dynamiques locales peuvent venir renforcer le développement de la vie associative et inversement. Et puis on va devoir passer la main au dernier temps de cette journée.